Il y a un type particulier de silence dans un jardin où le sol a abandonné. Ce n'est pas un silence paisible, c'est le silence de l'absence. Vous pourriez regarder un coin de terre dans votre jardin et penser qu'il est mort. Il est pâle, dur, et quand il pleut, l'eau reste en surface comme une flaque sur un trottoir, refusant de s'infiltrer. Vous y creusez et votre bêche rencontre un mur solide et impitoyable. Il n'y a pas d'émiettement, pas de riche parfum sombre de la vie. Il est facile de se décourager, de croire que rien ne poussera plus jamais là. Mais je suis ici pour vous dire que ce sol est très rarement vraiment mort. Le plus souvent, il dort simplement, attendant que quelqu'un le réveille. Ce sol endormi n'est pas stérile parce qu'il manque de quelques produits chimiques que vous pouvez acheter dans une bouteille ou un sac. Son problème est bien plus profond, mais aussi bien plus simple. Il manque de vie. Un sol de jardin sain n'est pas juste de la terre. C'est une ville grouillante et animée de vie microscopique. Il est rempli de bactéries, de champignons et d'innombrables autres organismes minuscules, travaillant tous ensemble dans un partenariat silencieux et infatigable. Ce sont les vrais jardiniers, ceux qui décomposent les nutriments, créent des poches d'air et font du sol un foyer accueillant pour les racines des plantes. Quand ils disparaissent, le sol perd sa structure, sa vitalité et sa capacité à soutenir les plantes que nous essayons si tendrement de faire pousser. Il devient un désert, non pas de sable, mais de la vie elle-même. Je l'ai vu de nombreuses fois au fil des années. Un nouveau jardinier prend en charge un terrain et trouve ce sol compacté et sans vie. Son premier instinct est souvent de se précipiter à la jardinerie et d'acheter des sacs d'engrais puissants, croyant que le sol doit être affamé de nutriments. Ils répandent les granulés et les poudres en espérant un miracle. Et parfois, pendant un court moment, ils pourraient voir une poussée de verre. Mais la solution est temporaire, une illusion fugace de santé. Le sol lui-même ne change pas, il reste dur, il reste silencieux et il reste endormi. Le problème n'a jamais été juste un manque de nourriture. C'était un manque de cuisinier dans la cuisine pour la préparer. Alors avant de déclarer votre sol comme une cause perdue, je veux que vous le regardiez différemment. Voyez-le non pas comme un problème à résoudre avec la chimie, mais comme une communauté qui a besoin d'être reconstruite. La solution ne réside pas dans ce que vous pouvez ajouter, mais dans qui vous pouvez inviter à revenir. Il s'agit de restaurer la délicate toile invisible de la vie qui transforme la simple terre en un écosystème vivant et prospère. C'est le vrai secret du jardinage. Il ne s'agit pas de forcer la croissance, mais de créer les conditions pour que la vie s'épanouisse d'elle-même. Et la clé de cette renaissance pourrait bien être assise dans votre garde-manger de cuisine en attendant. Quand vous regardez un sol sain, que voyez-vous ? Vous voyez une couleur riche et sombre, une texture friable qui s'effrite dans vos mains. Et si vous regardez attentivement, vous verrez les signes de ses habitants. Les plus évidents de ceux-ci, bien sûr, sont les vers de terre. Ce sont les grands laboureurs du jardin, les ingénieurs du monde souterrain. Un jardin sans vers est un jardin en difficulté. Leur absence est un signal fort et clair que quelque chose ne va fondamentalement pas avec l'écosystème sous vos pieds. Ils ne font pas que passer, ils sont des architectes essentiels de la fertilité. Et quand ils partent, la structure qu'ils construisent commence à s'effriter et à s'effondrer. Les vers ne sont que la pointe visible d'un énorme iceberg invisible de vie. Pour chaque ver que vous voyez, il y a des milliards de microbes, de bactéries et de champignons que vous ne pouvez pas voir. Ce sont le vrai moteur du sol. Ce sont les décomposeurs, les recycleurs, ceux qui prennent les feuilles mortes, les vieilles racines et la matière organique et les transforment en nutriments essentiels dont les plantes ont besoin pour prospérer. Ils créent des substances collantes qui lient les particules de sol ensemble, formant la merveilleuse structure friable que nous appelons le labour. Cette structure est pleine de petits tunnels et de poches d'air, permettant à l'eau de s'écouler, à l'air de circuler et aux racines d'explorer avec facilité. Sans cette main-d'œuvre microbienne, le sol se compacte et durcit. Alors, que se passe-t-il quand ces travailleurs disparaissent ? Le sol devient dense et sans air. Quand il pleut, l'eau ne peut pas pénétrer la surface compactée, donc soit elle ruisselle, emportant avec elle la précieuse terre arable, soit elle reste dans des flaques stagnantes, noyant toutes les racines qui osent s'y aventurer. La matière organique que vous ajoutez, comme le compost ou le fumier, reste juste là. Il n'y a pas assez de microbes pour la décomposer et libérer sa bonté.
Le sol ne peut pas retenir l'humidité, donc il oscille violemment entre être gorgé d'eau et complètement sec. En essence, tout le système s'effondre. Le sol n'est plus une entité vivante et respirante, c'est juste une collection de particules minérales, inertes et épuisées. C'est l'état de tant de jardins modernes. Nous avons souvent, avec les meilleures intentions, perturbé cet équilibre délicat. Nous avons trop creusé, laissé le sol nu au soleil cuisant et à la pluie battante, et appliqué des produits chimiques qui nuisent aux créatures mêmes dont nous dépendons. Les vers s'enfouissent plus profondément pour échapper, ou ils meurent. Les populations microbiennes chutent, et le résultat est ce sol dur et triste qui semble refuser toute offre de vie que nous lui donnons. Nous voyons le symptôme, une mauvaise croissance des plantes, et nous diagnostiquons mal la maladie. Nous pensons que le sol a faim, alors qu'en fait, il a simplement perdu sa capacité à manger. Face à des plantes défaillantes et un sol têtu, c'est une réponse humaine naturelle de vouloir une solution rapide. Nous allons à la jardinerie et sommes accueillis par des allées de sacs et bouteilles colorées, tous promettant une croissance luxuriante et des récoltes abondantes. Ce sont des engrais chimiques. Ils contiennent des formes concentrées et solubles dans l'eau, des principaux nutriments dont les plantes ont besoin. L'azote, le phosphore et le potassium, ou NPK. Cela semble être la solution logique. Si le sol est pauvre, sûrement ajouter une dose concentrée de nourriture est la réponse. C'est comme donner une pilule de vitamine à une personne fatiguée. Mais le sol n'est pas une personne, et cette analogie est dangereusement simple. Quand vous appliquez ces engrais synthétiques, ils fournissent effectivement une poussée rapide de nutriments directement aux racines de la plante. La plante répond souvent par une croissance verte rapide qui peut être incroyablement satisfaisante. On dirait que vous avez résolu le problème. Cependant, c'est une illusion à court terme. Vous avez contourné entièrement le système naturel du sol. Vous n'avez pas nourri le sol. Vous avez seulement nourri la plante. Le problème sous-jacent, le manque d'activité biologique, la mauvaise structure, l'absence de vers et de microbes, reste complètement non résolu. En fait, à long terme, vous pourriez l'aggraver. Ces centuries chimiques sont souvent composées de sels synthétiques. Quand ils sont utilisés de manière répétée, ils peuvent s'accumuler dans le sol, créant un environnement hostile aux microbes même que vous devez encourager. Ils peuvent acidifier le sol et nuire aux champignons délicats qui forment des partenariats avec les racines des plantes. Ils peuvent même blesser ou chasser les vers de terre. Vous gavez essentiellement la plante tout en empoisonnant par inadvertance les cuisiniers et le personnel de cuisine. Donc, bien que votre plante puisse paraître verte pendant une saison, le sol en dessous devient encore plus compacté, plus sans vie et plus dépendant de votre prochaine solution chimique. Cela devient un cycle de dépendance. C'est pourquoi je dis souvent que nourrir la plante n'est pas la même chose que nourrir le sol. Un jardin vraiment sain, résilient et durable est construit sur une fondation de sol vivant. Un sol qui grouille de vie peut générer sa propre fertilité année après année. Il retient mieux l'eau, résiste au compactage et soutient des plantes qui sont naturellement plus fortes et plus résistantes aux parasites et aux maladies. Compter sur un sac de produits chimiques, c'est comme essayer de construire une maison sans fondation. Elle peut tenir un petit moment, mais elle est fondamentalement instable et vous fera inévitablement défaut quand vous en aurez le plus besoin. La vraie solution est plus douce, plus lente et beaucoup plus profonde. Maintenant, détournons-nous de l'allée des produits chimiques et retournons dans nos maisons, dans la cuisine. La réponse pour raviver votre sol endormi pourrait être quelque chose que vous jetez chaque semaine sans y penser. Je parle du riz, et plus spécifiquement de l'eau que vous utilisez pour le rincer. Pendant des siècles dans de nombreuses parties du monde, les fermiers et jardiniers ont connu le pouvoir secret contenu dans ce liquide trouble. C'est un moyen humble, simple et étonnamment efficace de redonner vie à une terre fatiguée. Ce n'est pas un engrais au sens moderne, c'est quelque chose de bien plus précieux, c'est un activateur biologique. Pensez à ce que contient l'eau de riz. Quand vous rincez les grains de riz, vous lavez la fine poudre d'amidon qui les recouvre. Cette eau amidonnée est un festin pour les microbes. C'est un hydrate de carbone pur et simple, une source d'énergie massive pour les bactéries et champignons microscopiques qui sont dormants dans votre sol. Quand vous versez cette eau sur vos plates-bandes de jardin, vous ne nourrissez pas directement les plantes, vous sonnez la cloche du dîner pour toute la communauté microbienne. Vous fournissez le carburant dont ils ont besoin pour se réveiller,
se multiplier et se remettre au travail. C'est l'équivalent jardinier de fournir un festin de bienvenue pour de nouveaux voisins. C'est le changement fondamental de pensée. Nous passons de la chimie à la biologie. Au lieu de fournir des nutriments transformés pour la plante, nous fournissons une nourriture saine pour la main-d'œuvre du sol. Une fois que cette main-d'œuvre est bien nourrie et prospère, elle fera le gros du travail pour vous. Elle commencera à décomposer la matière organique déjà dans votre sol. Elle commencera à améliorer la structure du sol, créant ces canaux d'air et d'eau essentiels. Elle débloquera les nutriments qui sont déjà présents dans le sol, mais qui sont actuellement enfermés dans une forme que vos plantes ne peuvent pas utiliser. Vous ne faites que relancer le moteur naturel de la fertilité. Et la beauté de cela réside dans sa simplicité et son accessibilité. Presque tout le monde a du riz dans son placard. Cela ne coûte rien de plus. C'est une façon de transformer un déchet en ressource précieuse pour votre jardin. Il y a une satisfaction profonde dans cette approche. Elle connecte notre cuisine avec notre jardin, notre vie quotidienne avec la vie du sol. Elle nous rappelle que les systèmes de la nature sont souvent circulaires et les solutions les plus puissantes ne sont pas toujours les plus compliquées ou chères. L'humble bol d'eau de riz représente un partenariat doux et respectueux avec la terre plutôt qu'une tentative de la dominer par la force. Faire cet élixir simple pour votre sol ne pourrait pas être plus facile. Il n'y a pas de recette complexe, pas de mesures précises à craindre. La prochaine fois que vous vous préparez à cuire du riz pour un repas, prenez simplement la première étape dans la cuisine. Placez votre riz sec, n'importe quel type fera l'affaire, blanc ou brun, dans un bol. Couvrez-le d'eau, puis remuez le riz avec vos mains pendant 1 minute environ. Vous verrez l'eau devenir immédiatement trouble et laiteuse. C'est exactement ce que vous voulez. Cette turbidité, c'est l'amidon, les vitamines et les minéraux qui se détachent des grains. C'est l'or liquide pour votre jardin. Une fois que l'eau est bien trouble, versez-la simplement dans un récipient séparé, comme une cruche ou un arrosoir. Vous pouvez répéter ce processus une seconde fois avec le même riz pour en tirer un peu plus. Bien que le premier rinçage soit toujours le plus puissant, c'est tout. Votre eau de riz de base est maintenant prête à utiliser. Il n'y a pas besoin de la diluer. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre sol. Elle est assez douce pour que vous n'ayez pas à vous soucier de brûler vos plantes, ce qui est un risque commun avec les engrais chimiques forts. Vous avez créé une source de nourriture pure et naturelle pour les plus petits habitants de votre sol. Maintenant, prenez votre cruche d'eau de riz et sortez au jardin. Le meilleur endroit pour l'appliquer est directement sur le sol, à la base de vos plantes. Arrosez le sol autour de vos légumes, vos fleurs ou dans tout coin de terre nue que vous essayez de ramener à la vie. Pensez-y comme un traitement ciblé pour le sol lui-même. L'objectif est de faire descendre cette nourriture amidonnée là où sont les microbes. Vous pouvez l'utiliser sur des plantes en contenant, des plates-bandes surélevées ou des parcelles de jardin en pleine terre. C'est universellement bénéfique. Faites cela 1 ou 2 fois par semaine si vous le pouvez, surtout quand vous essayez de raviver un coin de sol particulièrement pauvre. En commençant cette pratique, vous faites plus que simplement arroser. Vous inoculez votre jardin avec une énergie qui donne la vie. Vous démarrez une réaction en chaîne. Les microbes vont se nourrir, leurs populations vont exploser, et en prospérant, ils commenceront à changer la texture même du sol sous vos pieds. Ils créeront aussi les conditions parfaites pour attirer les prochains membres plus grands de l'équipe de nettoyage du sol. Cet acte simple et hebdomadaire de porter vos déchets de cuisine au jardin est la première et plus importante étape pour reconstruire une communauté de sol vivante et prospère depuis la base. Si l'eau de riz de base est un repas sain pour votre sol, alors l'eau de riz fermentée est une boisson probiotique suralimentée. La fermentation, voyez-vous, est un processus naturel où des micro-organismes bénéfiques décomposent les amidons et sucres dans l'eau de riz, la transformant en un élixir encore plus puissant. Ce processus crée une foule de substances bénéfiques, incluant des enzymes, des acides organiques et encore plus de vitamines. Il prédigère essentiellement l'eau de riz, la rendant encore plus facile à absorber et utiliser pour les microbes du sol. Il encourage aussi un groupe spécifique de microbes bénéfiques connus sous le nom de bactéries lactiques, qui sont fantastiques pour la santé du sol. Créer cette version fermentée est presque aussi simple que faire l'eau de rinçage de base. Il faut juste un peu de patience.
Commencez avec votre eau de riz trouble comme avant. Versez-la dans un bocal ou une bouteille, mais ne la remplissez pas jusqu'en haut. Laissez de la place pour que les gaz se dilatent. Maintenant, couvrez légèrement le récipient. Vous pourriez utiliser un couvercle, mais ne le vissez pas fermement, ou couvrez simplement le dessus avec un tissu fixé avec un élastique. Cela permet au gaz produit pendant la fermentation de s'échapper. Si vous le scelliez hermétiquement, la pression pourrait s'accumuler et faire éclater le récipient, ce que vous ne voulez certainement pas. Maintenant, laissez simplement le bocal dans un endroit frais et sombre pendant quelques jours à une semaine. Un endroit sous l'évier de cuisine ou dans un garde-manger est parfait. Après un jour ou deux, vous pourriez remarquer qu'il commence à faire de légères bulles et développer une odeur légèrement aigre et levurée, un peu comme un levain. C'est bon signe. Cela signifie que la fermentation fonctionne. Après environ 5 à 7 jours, la fermentation sera complète. Le liquide résultant sera un amendement de sol puissant et concentré, grouillant de microbes bénéfiques et de leurs précieux sous-produits. Parce que cette eau de riz fermentée est tellement plus puissante, il est préférable de la diluer avant de l'utiliser dans le jardin. Une bonne règle générale est de mélanger une partie d'eau de riz fermentée avec environ 5 à 10 parties d'eau fraîche. Utilisez ce mélange dilué pour arroser le sol autour de vos plantes, exactement comme vous le feriez avec la version non fermentée. Vous ne fournissez plus seulement de la nourriture, vous ajoutez directement une colonie prospère de microbes bénéfiques à votre sol, lui donnant un boost biologique massif et immédiat. Cela peut considérablement accélérer le processus de renaissance du sol, attirant les vers et améliorant la structure du sol encore plus rapidement. Maintenant que vous avez invité tous ces merveilleux microbes et vers de retour dans votre jardin avec vos offrandes d'eau de riz, vous devez leur donner un foyer sûr et confortable. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour protéger et nourrir cette nouvelle vie est de couvrir votre sol avec une couche de paillis. Le sol nu est un environnement hostile pour la vie délicate qu'il contient. Il est exposé au soleil cuisant et dur qui peut tuer les microbes près de la surface. Il est martelé par la pluie qui compacte les particules de sol et il est battu par le vent qui peut emporter la précieuse terre arable que vous travaillez si dur à construire. Le paillis est simplement une couche protectrice de matière organique étalée sur la surface du sol. Cela peut être n'importe quoi, des copeaux de bois ou de l'écorce à la paille, des feuilles déchiquetées, des tontes de gazon ou même une couche épaisse de votre propre compost de jardin. Cette couverture sert de nombreux objectifs. Premièrement, elle isole le sol, le gardant plus frais en été et plus chaud en hiver. Cela crée un environnement beaucoup plus stable que la vie du sol adore. C'est comme leur donner une maison bien isolée au lieu de les laisser dehors aux éléments. Cette stabilité est clé pour permettre à leur population de croître et prospérer. Deuxièmement, le paillis conserve une quantité incroyable d'humidité. Il réduit considérablement l'évaporation de la surface du sol, ce qui signifie que vous devez arroser beaucoup moins souvent. Le sol sous une bonne couche de paillis reste constamment humide, mais pas gorgé d'eau, la condition parfaite pour les microbes et les racines des plantes. Cette humidité constante empêche aussi le sol de sécher et de former une croûte dure et impénétrable. Les vers en particulier adorent les conditions humides et sombres sous une couche de paillis. Ils viendront directement à la surface pour se nourrir de la couche inférieure en décomposition, tirant cette matière organique dans le sol pour vous. Finalement, le paillis lui-même est une source de nourriture à libération lente. Alors que la couche inférieure du paillis se décompose lentement, elle fournit un approvisionnement continu de nourriture pour tout votre réseau alimentaire du sol. Les champignons et bactéries la décomposent, les vers et autres créatures du sol la mangent, et leurs déchets contribuent tous à construire un humus riche, sombre et fertile. Donc en appliquant votre eau de riz pour réveiller la vie, puis en couvrant le sol avec une couverture de paillis, vous créez un système parfait et autosuffisant. Vous fournissez l'appel de réveil, et le paillis fournit la maison sûre et le garde-manger. Le pouvoir de l'eau de riz ne s'arrête pas à vos plates-bandes de jardin. Elle peut aussi être un accélérateur fantastique pour votre tas de compost. Un tas de compost est après tout une version concentrée du même processus biologique qui se passe dans un sol sain. C'est un système de décomposition géré entièrement par une communauté de microbes et d'organismes plus grands qui décomposent vos déchets de cuisine et déchets de jardin en beaux composts riches. Parfois cependant, un tas de compost peut devenir lent, paresseux ou malodorant.
C'est souvent un signe que l'équilibre microbien est déréglé. Il pourrait être trop sec, trop humide ou manquer du bon type d'énergie pour faire démarrer les choses. C'est là que votre eau de riz entre en jeu. Verser une cruche d'eau de riz fraîche ou fermentée sur votre tas de compost, c'est comme donner une injection d'adrénaline au processus de décomposition. Les amidons dans l'eau de riz fournissent une source d'énergie immédiate et facilement accessible pour les bactéries et champignons dans le tas. Ce festin soudain les encourage à se multiplier rapidement, ce qui à son tour élève la température interne du tas. Un tas de compost chaud est un tas de compost actif, et il décomposera la matière organique beaucoup plus rapidement et efficacement. Si votre tas de compost est un peu sec, utiliser l'eau de riz au lieu d'eau ordinaire pour l'humidifier vous donne un double bénéfice. Vous fournissez l'humidité nécessaire tout en ajoutant une source de nourriture puissante. Si votre tas a commencé à sentir un peu aigre ou désagréable, ajouter de l'eau de riz fermentée peut être particulièrement utile. Les bactéries lactiques bénéfiques dans le liquide fermenté peuvent aider à surpasser les mauvaises bactéries qui causent les odeurs désagréables, dirigeant le processus de décomposition vers un chemin plus sain. Cela aide à créer un compost à l'odeur plus douce et plus efficace. Pensez-y comme partie d'un cycle vertueux. Vous utilisez l'eau de riz pour booster votre compost, ce qui vous aide à créer un meilleur compost plus rapidement. Vous étalez ensuite ce compost fini sur vos plates-bandes de jardin comme un merveilleux amendement organique et paillis. Cela nourrit davantage la vie du sol que vous avez déjà réveillé avec vos applications directes d'eau de riz. Tout fonctionne ensemble. Les déchets de cuisine nourrissent le sol nourrit le compost et le compost nourrit le jardin qui produira éventuellement de la nourriture pour votre cuisine. C'est une boucle simple, élégante et profondément satisfaisante de fertilité que vous pouvez orchestrer avec les ingrédients les plus simples. Au final, ce dont nous parlons vraiment, c'est d'un changement de perspective. Il s'agit de voir votre sol de jardin non pas comme un milieu inerte pour soutenir les plantes, mais comme une communauté vivante et respirante. C'est un écosystème vaste et complexe, un partenariat entre les minéraux, air, eau et une multitude innombrable d'organismes vivants. Et comme toute communauté, elle prospère grâce à la coopération, non à la force. Le chemin vers un jardin vraiment sain et résilient ne réside pas dans la domination de la nature par les produits chimiques, mais dans le fait de nourrir doucement et respectueusement la vie qui est déjà là, attendant d'être éveillée. La méthode de l'eau de riz est une incarnation parfaite de cette philosophie. Ce n'est pas une solution rapide, mais le début d'une relation à long terme avec votre sol. Elle nous rappelle que la fertilité n'est pas quelque chose que vous achetez dans un sac. C'est quelque chose que vous construisez saison après saison. Quand vous nourrissez les microbes nourrissent le sol. Les vers arrivent pour labourer et aérer. La structure du sol s'améliore, lui permettant de retenir à la fois l'eau et l'air. Les plantes que vous cultivez dans ce sol vivant sont plus saines, plus fortes et plus capables de trouver leur propre nourriture. Vous n'êtes pas seulement un jardinier, vous êtes le gardien d'un petit monde prospère. Cette approche fonctionne mieux que les engrais synthétiques pour la simple raison qu'elle construit un système autosuffisant. Un jardin nourri chimiquement est dépendant, faible et nécessite une intervention constante. Un jardin nourri biologiquement devient plus fertile, plus résilient et plus indépendant avec le temps. C'est la différence entre donner un poisson à un homme et lui apprendre à pêcher. En nourrissant la vie du sol, vous apprenez à votre jardin comment se nourrir lui-même. C'est le fondement du jardinage biologique et le secret du succès et de la satisfaction à long terme. Alors je vous encourage à l'essayer, gardez cette eau trouble de votre prochaine casserole de riz, emportez-la vers un coin de terre fatigué, voyez-la comme une offrande, un simple acte de bonté envers le sol sous vos pieds. Observez ce qui se passe au cours des semaines et mois à venir. Remarquez le changement dans la texture du sol, le retour des vers, la nouvelle vitalité de vos plantes. Il y a une joie profonde à savoir que vous avez aidé à ramener un morceau du monde à la vie en n'utilisant rien de plus qu'un simple reste de cuisine. C'est le cœur du jardinage, un partenariat silencieux et patient avec la terre vivante.